Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir aux auditeurs de la radio Horizon FM qui reprend le son de cette émission. Bienvenue à votre émission au cœur du sport. Inadéquation entre ambition sportive et financement, tel est notre thème du jour. Comme vous le savez, les Jeux olympiques ont pris fin ce soir pour le Burkina Faso avec le concours du saut en longueur où toutes nos ambitions ont été ruinées avec la mauvaise prestation ou qu'est-ce que allons-nous dire l'échec collectif de Hugues Fabrice Zango parce que tous nous étions rivés devant nos petits écrans dans l'espoir d'avoir une deuxième médaille olympique. Évidemment, cet échec et celle des autres nous interpellent. C'est pourquoi avec nos invités, nous allons essayer d'échanger ce soir autour de nos ambitions et de ce que nous faisons pour justement avoir les médailles. Alors, pour débattre de ce sujet ô combien important, nous avons invité des gens qui connaissent le sport, comme je le dis toujours, qui sont des anciens athlètes, des hommes de terrain et surtout des analystes. Je m'en vais tout de suite vous les présenter. À l'extrême droite, c'est John par devant Issaka, lui, il est entraîneur, formateur, parce que comme vous le savez, tout commence par les enfants. John, bonsoir. Bonsoir, M. Madezamo. À côté de John Issaka, c'est M. René Sanou, directeur de Global Sport Management. M. Sanou, bonsoir. Bonsoir, Madezamo. À l'extrême gauche, c'est Anassé Kwanda. Lui, il est entraîneur, administrateur du sport. Je m'en garde de vous citer là où il intervient parce que là, toute la soirée, nous y serons. Et comme nous n'avons que 52 minutes, je vous dirai, vous aurez le temps de le constater. Anassé, bonsoir. Bonsoir, Madizango. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Last but not the list, c'est M. Kassoum Compaoré. Lui, c'est un ancien athlète. Alors, lui aussi, son CV, c'est lent comme ça, comme dirait l'autre. Et comme il est là pour vous faire profiter de son expérience, il est surtout membre honoraire de la Fédération des associations des sports scolaires. M. Compaoré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs et auditeurs. J'ai envie de commencer par M. Compaoré, puisque je ne dirais pas que c'est lui c'est la première fois qu'il est là, mais je suis convaincu que ça ne sera pas la dernière fois. Mais surtout, M. Compaoré, c'est un ancien triple sauteur. Alors, à chaud, comment vous avez vécu le concours de Hugues Fabrice Zango ce soir? J'avoue sincèrement que à partir de son premier saut, j'avais déjà des appréhensions. Parce que en tant qu'ancienne gloire, et d'ailleurs j'ai quitté la scène sportive à partir d'une blessure que j'ai eue au triple saut, au deuxième championnat d'Afrique. Je sais ce que pense et ce que ressent le triple sauteur lorsqu'il est en forme. Dès son premier saut, j'ai compris tout de suite que Hugues Fabrice n'était pas dans sa peau. Et c'est dans quelle gestuelle vous avez pu remarquer ça? Déjà même de par son visage, à la concentration avant le départ de sa course, j'ai senti qu'il n'était pas sûr de lui. Il n'était pas sûr de lui. C'est vrai que comme il a fait la première meilleure performance, bon, ça l'avait un peu remonté. Mais lorsque l'Espagnol et puis le Portugais sont arrivés, surtout le Portugais qui est venu, qui est allé jusqu'à 17,86, ça l'a ébranlé totalement. Et là, bon, je m'attendais vraiment à ce qu'il remonte. J'avoue très sincèrement que je priais avec lui à travers la télé. Je pensais qu'il allait avoir un autre sursaut, mais non, ça manquait. Alors, Anassé Kwanda, vous qui faites de la psychologie, parce que vous êtes entraîneur de boxe, et là, je pense que la psychologie est extrêmement importante dans ce milieu-là. Alors, comment vous avez vu la chose à chaud, un premier tour de table et on passe? Parce que la médaille olympique coûte très cher.
Et ça coûte très cher, ça prend du temps, ça prend des années, pour ne pas dire, ça peut prendre 3 Olympiades. On va en parler d'ailleurs, Voilà, parce que c'est de ça. On va parler de Hugues d'abord rapidement. Donc, c'est-à-dire que les gens, à un moment donné, les gens se ajoutent pour ne pas dire l'expertise du psychologue. Et comment vivre, comment ressentir, comment aller chercher une médaille. Et ça fait partie aussi de la préparation psychologique. Je sais qu'il y en a, mais spécifiquement par rapport à l'or, parce que quand j'ai vu Hugues Fabrice Zango depuis l'année passée, il a dit « mon objectif c'est l'or ». Donc quand il dit ça, automatiquement vous savez qu'il a tout le monde derrière lui. Et tout le monde, les gens ont commencé à faire des recherches. Et les gens ont commencé à éviter même les meetings, à éviter tout ce qui est comme Diamond League, rien. Tu ne peux même plus les voir performer. Vous n'allez jamais voir Picardo, même l'Espagnol, tout le monde. Oui. Personne ne faisait les concours. Ils attendaient seulement. Donc, et on l'étudiait. Peut-être qu'il fallait à un moment donné voir comment on peut se retenir un peu. Est-ce que vous voulez dire que Hugues s'est lui-même mis la pression? Oui, il s'est mis la pression. Parce qu'il a dit qu'il veut l'or. Donc, et vu ses performances au cours de l'année, il voyait que c'était difficile. Parce que lui, il est resté à 47. Oui. Il était à moins de 50. L'année 2024. Donc c'est difficile. Les autres étaient au-delà. Ils étaient à 52, 69. Donc quand ils ont fait le premier essai, et le choix pour le tirage là, il n'a pas été aidé. Si c'est lui qui suivait les autres, ça allait être très bien. Parce qu'il a sauté en première position et puis celui qui est venu, Diaz est venu en même temps faire 79. Il a fait 43. Il n'a jamais fait ça, 43 du coup comme ça. C'est difficile, il fait un peu avant, il fait 43. Il a fait 43 du coup, l'autre est venu faire 79. Donc ça l'a immergé en même temps. C'est ça que je parle du travail mental. Il fallait faire vivre la personne, dire ok, même si cette situation arrive, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver là-bas. Donc il parlait de son visage. Oui. Déjà, ceux qui connaissent un peu la pression était là, on voyait que même ses doigts. Même ses doigts, quand il croise ses doigts comme ça, vous savez que il en voulait. Vous voyez, bon, je ne peux pas dire, tout le monde est patriote, mais lui, il en voulait. Donc c'est ce que j'ai remarqué. C'était une forme d'impuissance? Non. Pas du tout? Pas d'impuissance, c'est que c'est le sport. Hein. Oui. Aujourd'hui, on gagne, demain, on perd. Oui. Et c'est la forme du moment, c'est la préparation. Okay. Tomber pile poil à l'instant T, faire la performance qu'on veut à l'instant T. Et c'est ce que les autres ont su faire. Okay. C'est pas qu'il sait s'il reste, parce qu'il a laissé planer le doute pour dire est-ce que peut-être que je vais arrêter après ça. Non, il ne faut pas qu'il arrête. Les autres ont fait peut-être 3-4 Olympiades. Ils sont restés. Et si vous regardez celui qui a eu la médaille d'or là, ça fait la deuxième médaille d'or, ça fait 8 ans. 8 ans oui. Lui, il est à sa 8e année. Donc c'est pour dire qu'il a l'expérience maintenant, celui qui va faire douter les autres. Donc s'il reste, et puis avec un bon suivi, comme je dis, et puis la pression est partie, il est devenu docteur, tout est parti maintenant, il va se concentrer et qu'on mette les moyens qu'il faut, tout ce qu'il veut là, qu'on mette, qu'on sache que la médaille olympique a un prix. On va revenir tout de suite. Voilà, alors John, par rapport à Hugues. Bon, il est difficile pour un athlète de rester au sommet. Atteindre le sommet, c'est facile. Mais rester au sommet, vraiment, c'est encore très difficile. Il faut vraiment l'accompagner. Parce qu'à le voir, on sentait réellement que c'est un jeune. Mais, hélas, ce n'était pas vraiment son bon jour. C'est ce que moi je peux dire. Parce que nul n'est infaillible. Il l'a cherché. Mais tout n'était pas réuni pour lui. Mais John, par rapport à ce que Anas a dit, moi, je me rappelle, puisqu'on était ensemble aux Jeux africains au Ghana, il a dit ce qui est important, c'est ce qui va arriver cet été. Est-ce que ce n'était pas assez long, naturellement, d'afficher cette ambition-là sur quand même 3-4 mois? Non. Et vous voyez, en matière d'athlétisme, de sportif, un sportif, généralement, tu sais que quand tu vas à une compétition, tu la prépares et tout ton entourage est avec toi. Mais généralement, quand vous regardez même dans les meetings, vous allez aller trouver que quelqu'un, il s'est bien préparé et c'est un tout petit détail qui va le faire perdre. Donc, il y a le moral qui compte. Et surtout, il y a son entourage, comment au moins le pousser à atteindre. L'aider à ne pas douter de lui-même. C'est ça le problème. Oui, M. Sanou. Oui, dans le management, eux, ils en ont parlé, ça c'est votre spécialité. Est-ce qu'au niveau du management de Hugues Fabrice Zango, vous pensez qu'il y a eu une petite défaillance, surtout pour cette finale? Non, je crois qu'au plan managérial, il n'y a vraiment pas eu une petite défaillance. Il n'y a pas eu de défaillance. Que ce soit son staff technique, son staff administratif, les choses étaient réunies.
et les dates étaient connues. L'objectif était donc les Jeux olympiques et cela a été atteint. Au plan managérial, donc, ce qui est important, c'est d'abord l'objectif. L'objectif a été atteint dans un premier temps. Maintenant, c'est les résultats. Les résultats incombent au coach, à la direction technique. Donc, à ce niveau, malheureusement, nous n'avons pas pu avoir ce que nous voulons. Sinon, le travail a été fait, les objectifs ont été atteints. Malheureusement, à la finition, les résultats n'ont pas répondu. Donc, au plan managérial, il n'y a pas eu réellement de défaillance parce que tout a été préparé depuis un certain temps. C'est maintenant, dans la concrétisation des résultats, qu'il y a eu cette faille. Mais je crois que Hugues Fabrice Zongo, de par sa jeunesse, il a une trentaine d'années aujourd'hui, donc je pense qu'il n'y a pas à se décourager. L'objectif, le sport, c'est toujours ce que l'on recherche, c'est la vision, c'est la performance, et il faut afficher des challenges. D'accord. Alors, on va maintenant recentrer tout autour de notre sujet, c'est-à-dire les performances et justement les moyens qu'on y met. Alors, Monsieur Kampaoré, alors, avant, le sport burkinabé avait pour socle le sport scolaire et universitaire, l'USUBF, l'OSEF, etc. Jusqu'à ce on a disait. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, bon, on est plus dans les centres de formation, les initiatives privées. Alors, justement, vous qui avez vécu les bons moments de ce sport scolaire et universitaire, expliquez-nous comment les choses se faisaient avant. Merci. J'ai saisi cette occasion effectivement pour expliquer un certain nombre de choses. Oui. Le sport, en notre temps, comme on le disait, il se forgeait, il se formait à l'école. C'est vrai, aujourd'hui, on parle de centres de formation, on parle d'écoles de sport. C'est bien. Mais l'expérience nous a montré que ça ne tient pas la route. Et pourtant, tous autant que nous sommes ici, nous sommes passés par l'école. L'école reste pérenne. Tout ce qu'on aurait pu faire, c'était d'investir le sport de l'école. Parce que c'est là où, effectivement, on peut sortir des talents. Parce que je me plais toujours à dire, hein, parce que, excusez-moi, je suis formateur des formateurs. J'ai également fait du sport de haut niveau. J'ai été dirigeant sportif et puis entraîneur. Je sais de quoi je parle. Okay. Vous savez, le sport scolaire, tel que nous l'avons connu, à notre époque, je me rappelle très bien, au premier, il y avait des championnats, mais c'était des championnats régionaux. La Bobo, on fait un petit championnat des établissements. À Ouagadougou, on fait un championnat des établissements. Mais le premier championnat USUBF a eu lieu en 1977. 77, ok. En 77, parce que les textes qui ont été écrits pour régir cette USUBF-là ont été écrits en 76 et ils ont tiré leur substance de l'USUF, qui est donc l'Union des sports scolaires et universitaires de France. En 76, ils l'ont fait, ils l'ont préparé et le premier championnat a eu lieu en 77. Okay. Je veux parler du championnat que nous connaissons aujourd'hui. Mais à l'époque, quand vous preniez par exemple au Burkina, tout au grand maximum, il n'y avait pas plus de 42 établissements secondaires au Burkina. Okay. En Haute-Volta à l'époque. Okay. Ça évolue. En 79, déjà, les Français avaient éclaté cette USUF pour donner lieu à l'Union des sports scolaires et à la Fédération française du sport universitaire. Donc, c'est deux entités totalement différentes parce que quand vous les prenez dans le fond, ces deux sports n'ont pas les mêmes éléments d'évolution, ça n'a pas les mêmes, je veux dire,
les mêmes éléments. Voilà. Ça fait que c'est très compliqué. D'accord. Voilà. Ok, Maintenant, on va y revenir. Ok. Ah oui, justement, à Anessé Kwanda, monsieur Compaoré l'a dit, par rapport au sport scolaire, il y a eu toutes ces évolutions, l'UCBF était plutôt le socle, mais aujourd'hui, entre ce sport scolaire-là et justement ce sport qui est pratiqué au niveau de toutes les entités, est-ce qu'il ne manque pas une certaine complémentarité? Bien sûr. Bien sûr qu'il manque beaucoup de choses, hein, il faut le dire, hein, parce que l'UCBF a 50 ans. Parce que l'UCBF a fêté ses 50 ans cette année. Et quand on regarde, il y a beaucoup à dire. Hein, mais bon, et comme le thème d'aujourd'hui, ce n'est pas ça, mais on va en parler un peu. Oui. Vous savez que le sport, là, c'est à partir de l'école. Nous tous, c'est à l'école qu'on a connu le sport. Hein. Depuis l'école primaire avec l'OSEP, voilà, et en passant par l'UCBF, et en passant même par les Jeux de l'espoir par moment, voilà, pour peut-être prendre des notes scolaires en plus. Et c'est là-bas qu'on a vu que non, les entraîneurs de base, qui sont les professeurs d'éducation physique et sportive, ou les maîtres d'école qui ont appris à former ou à entraîner, en tout cas, ils ont donné, en tout cas à un moment donné, les meilleurs, les champions du Burkina. C'est là-bas qu'on puisait. Mais à un moment donné, on a trouvé la forme. Les gens sont passés aux associations sportives et autres. Donc les gens voyaient que aller dans les écoles, ça devient plus compliqué pour si tu veux mettre une association. C'est lourd, quoi. L'administration faisant, c'est lourd. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent leur association sportive. Et comme pendant les vacances, on ne trouve plus les élèves, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont leur association, les enfants vont venir. Et comme les écoles, vous allez voir qu'au Burkina, à Ouagadougou, seulement, on a plus de 600 ou 700 établissements. C'est trop. Pour les rassembler, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc les gens ont trouvé un moyen, la courte échelle, ils passent par l'association et ils partent à l'école là avec les enseignants DPS qui vont sélectionner les meilleurs, qui les orientent vers les clubs. Et c'est maintenant qu'on a commencé à faire. Maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut réorienter un peu la manière de faire de l'UCBF, parce que l'UCBF, là, je pense que ça doit être cette discipline ou combien? Cette discipline. Il faut réorienter les moyens pour voir comment on peut peut-être faire des vraies compétitions pour pouvoir faire des sélections. Et voir pourquoi pas même créer des centres pour pouvoir aider. Oui. Alors, John, vous êtes entraîneur formateur, vous êtes avec les enfants. Alors, pour pouvoir avoir des champions, comme on l'a dit, il faut bien financer, mais on finance comment? Quand on sait que par rapport à la lumière de ce que M. Compaoré et M. Kwanda ont dit, il y a tellement d'associations, on finance comment pour avoir des résultats? Bon, et financer pour avoir des résultats, et je pourrais le dire terre à terre, eux, ce sont des éducateurs de l'administration. Nous, nous sommes des hommes de la rue. Oui, laissez-moi parler de Oui, bon bien sens. sûr. Oui. Nous, nous sommes des hommes de la rue. Ok. Je suis dans le domaine du football. J'ai appris à jouer au ballon dans la rue. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a cadré dans le quartier. Et à partir du quartier, nous jouons à l'école, nous jouons à la maison. Et à partir de ça, on joue où? Dans les différents quartiers, ou même entre 6 mètres. Le plus vrai talent, les vrais techniciens ne sont jamais sortis d'un centre. Ce sont des footballeurs de rue qui ont été les vrais techniciens. Les meilleurs. Les meilleurs. Aujourd'hui, nous avons des centres. Je suis d'accord pour l'établissement. Je suis d'accord pour l'école. L'école, c'est l'avenir de demain. Mais l'école, là, ce n'est pas pour notre football. Actuellement, le football et puis l'école, là. Enfin, c'est le sport en général. C'est le sport en général. Voilà. Mais au niveau du football que je veux parler, vous connaissez, oui. Vous voulez que ça soit de la formation, nous sommes ici en train de chercher de l'argent. Ok. Donc, excusez-moi. Oui, je allez-y. dis ce que on je est là pense. pour ça, monsieur. Oui. Anas, excuse-moi, mais c'est ma vérité, je dis. Voilà. Si nous allons faire, si réellement c'était des talents, je vois des gens qui sont en train de le faire et je suis content pour, par exemple, un type comme Raïm, un type comme Maïga. Maïga, un type comme Baya, un type comme Amadou. Mais dans tout le Burkina, c'est 4 seulement. Et combien de talents nous allons sortir? La chance qu'on avait, c'est peut-être avoir l'UCBF pour compétir. Okay. Actuellement, je vous pose la même question, vous, Karsam. Depuis quand on a joué championnat UCBF, ça fait des années qu'on ne le joue pas. Quand on le joue, c'est en un temps, 2 mouvements. Ce n'est plus comme ce que nous, on le connaissait. C'est fini. D'accord.
D'accord. Alors, monsieur Sanou, est-ce que ce n'est pas plus sur le plan managérial, parce que là, c'est votre domaine, que le manque de moyens? Parce que quand on écoute monsieur Pardevant ou monsieur Comparou, monsieur Anas, on a l'impression que tout le monde est dans le même creuset, mais c'est justement comment faire jouer la musique qui pose problème. Non, je crois que tout le monde parle moyens, tout le monde parle financement. Je crois que le sport, le premier axe du sport, c'est d'abord les infrastructures, les équipements sportifs. Comment mettre à la disposition de ce grand nombre-là, de ces acteurs sportifs, de ces pratiquants-là, les infrastructures sportives? Si on a les infrastructures sportives, la question de moyens viendra après. Ça dit qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on parle moyens. C'est juste, le sport est devenu économique, il n'est plus comme il y a 30 ans, il y a 50 ans, il n'est plus social. Donc, comme l'a dit Pardevant, il est normal qu'aujourd'hui, tout le monde se rue sur là où il peut avoir de l'argent, Mais est-ce que réellement on atteint les objectifs au plan sportif? C'est un peu ça. Parce que quelle est la vision sportive qu'on a quand on veut effectivement parler de la question financière et quand on veut parler de la question sportive, de la question physique au plan sportif? Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut que nous repensions notre sport. Qu'est-ce qu'on veut réellement? C'est-à-dire que nous avons plusieurs disciplines. Si nous voulons aujourd'hui les lauriers, il faut donc pouvoir s'arrêter, faire un peu le point des disciplines qui peuvent nous amener des lauriers, qui peuvent nous amener des médailles, afin de pouvoir serrer ces disciplines-là. Si on a 4 ou 5 disciplines, tant mieux. Le financement pourra suivre. Mais aujourd'hui, nous constatons que vous avez pratiquement telle fédération qui court pour voir tel sponsor, telle autre fédération qui va là-bas. Il y a des gens rappelle, sous le contrôle de Anas, on n'est pas loin de 40 fédérations. Voilà. Ouais. Donc, quand vous avez toutes ces fédérations, est-ce que la question financière qui est aujourd'hui basée sur le sponsoring peut effectivement être réellement rentable pour les clubs? Il faut donc pouvoir asseoir cette dimension financière ou cette dimension sportive que nous avons et maintenant repenser. Et il est très facile de repenser cela parce que nous sommes aujourd'hui accrochés, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir tout le monde entier. Cette mondialisation nous amène à voir comment le sport se passe. Il faut que nous acceptons, entre guillemets, copier un peu comment les choses se passent sur les autres. Parce qu'ici, nous avons l'habitude, entre guillemets, de dormir sur nos lauriers. Nous dormons trop parce que chacun attend. Chacun attend. Non. Quels sont aujourd'hui les moyens que nous devons avoir pour que nous ayons un club soit financé? On dit non, il faut qu'on ait... Non. Aujourd'hui, la mise en place seulement d'un dossier de sponsoring, combien de partenariats, combien de clubs peuvent le faire? Donc, il y a tout un ensemble de management qu'il faut mettre en place au niveau des clubs. Et cela donc nécessite une organisation, une professionnalisation. La professionnalisation dont on crie tant, tout le monde veut la professionnalisation, mais on reste amateur. Et c'est là, l'amateurisme ne donne pas de l'argent. Le professionnalisme, avec la mise en place des personnes capables d'aller là où nous voulons, pas des gens qui veulent aujourd'hui faire du sport, effectivement, en fait, les moyens de se faire voir ou les moyens de s'enrichir. Non. Il faut faire le sport pour qu'aujourd'hui, le sport, c'est une question politique, quoi qu'on dise. Au-delà de l'aspect financier, de l'aspect économique, mais il est plus politique qu'économique. Donc, je voudrais il faut que l'on sache qu'on peut avoir du financement, il suffit donc que nous soyons organisés. Si nous sommes organisés dans tous les compartiments du management, mais le management, il est large. Vous avez le marketing, vous aviez aujourd'hui même la question des équipements, vous avez la question des infrastructures, vous avez la question même des images. Mais non. Combien de clubs aujourd'hui remplissent les conditions d'un management réel en sport? Il n'y en a pas. On se limite effectivement à tout ce qu'on a ici. On est pressé. Au plan administratif, mais c'est la catastrophe. Donc vous ne pouvez pas avoir de financement si au plan administratif vous n'êtes même pas bien structuré. Combien de clubs a pu asseoir un bilan d'activité réel du point de vue comptable? Nous avons, quand je prends le cas du football, nous avons une convention ou des relations de partenaires avec la Fédération marocaine de football. La Fédération marocaine de football, dans effectivement son dispositif, exige des clubs
un bilan administratif et financier Ok. à la fin de chaque championnat, à l'image effectivement des pays européens, pour voir est-ce que tel club est capable de continuer. Nous avons la structure, la DNCG, voilà. Vous savez, la en DNCG France, est là. oui, en France, oui. C'est en fait une structure de forme d'arbitrage pour voir est-ce que vous respectez le cahier de charge, est-ce que vous avez les moyens, même le fair play financier. C'est pour stopper un certain nombre de choses par rapport au plan financier. D'accord. Donc voilà un peu tous ces éléments qui nous D'accord. dérangent. Monsieur Compaoré. Voilà, je voudrais rebondir un peu sur ce que mon frère Pardevant a exposé. Oui. Et puis terminer par ce que M. Sanou a avancé. Ok. Pour dire quoi? Vous savez, quand j'ai commencé mon développement, je me suis arrêté à l'éclatement de l'UCF en France. L'UCF a été créé en 1936. Et nous avons inspiré tous nos textes de l'UCF. Et en 1979, l'UCF casse. L'UCF, c'est quoi? Union des sports universitaires, scolaires et universitaires de France. Ok. Tout notre texte là, de l'UCBF là, est tiré dans ça. En 1979, ils ont éclaté. Pourquoi? Parce qu'ils se sont adaptés à une nouvelle situation. Les établissements ont augmenté. Le volume des élèves a augmenté. Si on reste dans ce truc, on est noyé. Aujourd'hui, l'UCBF est noyé. Il faut accepter de le dire. Parce que nous avons plus de 2000, nous avons plus de 20 000 établissements au Burkina. Donc, il fallait trouver, comme M. Sanou l'a dit, ça dit qu'il fallait faire le point et repartir. Et moi, j'ai occupé la direction des activités sportives, culturelles et des loisirs de l'éducation pendant 7 ans. Et nous avons fait énormément de réformes. Mais nous avons été bloqués sur la voie parce que les gens pensent « je » et non « nous ». Mais pourtant, à l'éducation nationale, à l'écriture de tous les textes, nous avons invité le ministère des Sports, il a toujours été présent. Et je puis vous assurer aujourd'hui qu'au niveau de l'éducation nationale, on dispose de tout pour un sport scolaire pur et dur et qui va nous donner des résultats. Parce que je suis un je vais dire, je suis, voilà, j'ai porté le dossier et j'ai été accompagné sans réserve par 4 ministres. Donc ça voudrait dire que c'est ce qu'on a proposé là, c'est ça qui peut nous sauver. Et je vais vous dire une chose. Oui. Il y a une démarche. Parce que le sport scolaire, c'est d'abord une éducation. Parce que quand vous prenez par exemple l'éducation physique et sportive, on a dit, donc il y a une partie éducation physique. Cette éducation physique s'intéresse à l'homme. On lui donne toutes les capacités, tous les moyens de pouvoir se prendre en charge par rapport à l'espace et le temps. Ça, c'est l'éducation physique. Et ça s'évalue. Toute éducation s'évalue. Donc, l'éducation physique est évaluée chaque année en fin de cycle à l'examen. Donc, on regarde qu'est-ce que l'individu est capable de faire. Mais le côté éducation sportive forme l'enfant, forme l'individu à son intégration future sociale. Donc, ça veut dire que cette éducation sportive également est une attribution de l'enseignant DPS. Aujourd'hui, sa tribune d'évaluation, c'est quoi? Voilà, parce que l'UCBF avait été créé pour ça. Et je vous ai parlé du nombre d'établissements à l'époque. Le nombre des enseignants, effectivement, ça se comptait au bout des doigts. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc, en 1997, les enseignants ont été reversés à l'éducation nationale. Mais normalement, lorsqu'on reverse quelqu'un avec ses compétences, il doit pouvoir s'exprimer. Mais on le reverse et on garde une de ses compétences, ses attributions. On veut qu'il s'exprime comment? Voilà le début de toutes les difficultés de l'UCBF. D'accord. Alors, vous savez, on parle de l'UCBF. Parce qu'en nous avons l'éducation d'une part et d'autre part, nous avons les sports. Oui, parce que on a dissocié cela. Voilà, mais je m'en vais vous expliquer. Je m'en vais vous expliquer. Parce que
la Fédération internationale du sport scolaire, où je suis membre, du comité éducation, culture et patrimoine de cette fédération. La définition du sport scolaire, c'est quoi? C'est le sport qui se déroule à l'intérieur des établissements, en dehors des structures d'enseignement supérieur et des universités, et qui sont sous l'autorité éducative. D'accord. Alors, C'est ça la définition. D'accord. Alors, on insiste beaucoup sur le sport scolaire parce que vous savez, c'est le socle. Hein. Quand vous allez aux États-Unis, évidemment, Je vais venir. ce sont les universités Je vais venir. qui ont l'UCBF. D'ailleurs, Fabrice Zango est un pur produit de l'UCBF, Marc Poala, etc. Donc, c'est un peu la base donc, de notre sport. Et quand on parle financement, John dira quelque chose. Oui, alors justement, Anassé Kwanda, aujourd'hui, il y a une réalité qui est là. Le sport scolaire a beaucoup de problèmes pour s'exprimer. Pourtant, on est tous d'accord que le talent y est et qu'on perd beaucoup de talent à ce niveau. Comment justement faire cette jonction entre ce sport-là, qui est un foyer de talent, et la réalité du terrain, comme Guillaume l'a dit, qui est qu'il faut pouvoir bien vivre de quelque chose? Oui, bien sûr. Vous savez, bon, moi je ne veux pas éclater un peu la guerre depuis longtemps. Ça, c'est. Ça, c'est. Bon, on va éviter d'ouvrir la boîte à Pandore. Oui. Et je veux simplement dire. Oui. Non, il n'y a aucune boîte à Pandore. Non, pour ma part, il n'y a aucune boîte à Pandore. Parce que quand il s'agit d'une question nationale, Oui. il n'y a pas de Pandore. D'accord. Ouais. Ok, On allez-y. pose les problèmes Oui. parce que c'est des solutions que nous recherchons. Ok. D'accord. Voilà. Allez-y, Anassé. Je continue en disant que, vous savez, l'USBF, on parle de l'USBF parce qu'on parle des ambitions Oui, bien sûr. pour pouvoir performer. Ah oui, absolument. Et l'USBF est la base, Est la base, de, oui. de tout début de sport, de formation sportive. Et dans le temps, on puisait là-bas pour former. Vous savez, on parle de compétition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, dès qu'on fait la compétition de l'USBF, là, on doit pouvoir faire une sélection pour parler de relève. Et cette relève va nous permettre d'être compétitifs sur le plan national et international, ainsi de suite. Donc, c'est à cette base-là qu'on crée les centres. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire, comme il va y avoir une suite. Mais les gens se contentent de la compétition seulement. De la compétition inter-établissement, et ils s'arrêtent là. Il doit y avoir une suite logique. Chaque année, il doit y avoir une sélection nationale qui sont reversés dans des centres spécialisés. Et on oriente les étudiants et les élèves dans chaque discipline. Et il y a des spécialistes qui sont là pour ça. Ils sont payés pour ça. Et chaque établissement sait qu'il a fourni au moins tant d'élèves dans telle discipline pour espérant que d'ici 4 ans ou 8 ans, que ces enfants-là puissent se retrouver sur le plan mondial. Voilà pourquoi le... Ce que tu dis est vrai. Mais une question que je te pose, pendant que tu fais la compétition, combien viennent te regarder pour voir combien de talents tu es en train de faire? Merci beaucoup pour la question, c'est l'idéal. Voilà pourquoi on parle de question de moyens. Oui. Quand on était à 46 là, dans les années de la création 77, du... oui. 76, nous sommes à plus de 2000. À 2000. Bon, 20 000. moi, on prend Ouagadougou seulement. Oui. On va prendre la ville de Ouagadougou seulement. Seulement, on est à plus de 2000. La ville de Ouagadougou. Vous pensez qu'on peut trouver du personnel pour aller suivre tous ces gens-là? Bon. On va revenir, parce que pour dire que quoi, les gens ont commencé à comprendre une chose. Les gens ont changé. Voilà pourquoi je dis qu'on a changé la manière de faire. Parce que si vous voulez performer, il faut changer la manière de faire. Si les gens pensaient qu'il fallait avoir la base large pour avoir un sommet pointu. Non, les gens ont compris que non. On prend peu, on met à quelque part, et dans 8 ans, 12 ans, 20 ans, on est au sommet. On ne souffre plus. Voilà pourquoi vous avez vu que les compétitions de l'USBF, là, vous allez passer votre temps à parler. Bon, oui, c'est bien, mais d'ici là, combien de joueurs on prend à l'USBF? Reculer au moins 10 ans. Vous pouvez reculer. Hein. Quel est l'enfant ou bien quel est le sportif qu'on a pris de l'USBF qui nous a envoyé des lauriers? Reculer un peu. Vous voulez voir que c'est des enfants qui étaient là il y a au moins 15 ans qu'on a pu faire. Et ça aussi, on les a récupérés pour mettre dans un centre. C'est pour dire que quoi? L'USBF, c'est un tremplin. Si c'est bien suivi et que les gens acceptent s'asseoir, discuter, parler franchement, suivre les textes, accepter qu'à un moment donné, c'est l'USBF qui détecte et on fait la formation de l'élève, chacun joue sa partition, vous allez voir que ça va aller. Dans les cas contraires, on va se contenter des associations sportives et on crée des clubs, les centres de formation, les gens vont être là-bas et on va puiser pour aller former. Et je termine en disant que quoi? Les ambitions, si on veut une médaille olympique, il faut se donner les moyens, fixer les objectifs à court et à long terme. On ne peut pas avoir une médaille olympique à moins de 8 ans, ce n'est pas possible, c'est compliqué. C'est pas possible. Moi, souvent, on dit qu'il peut y avoir un coup de hasard.
mais vous ne pouvez plus rébeloter. C'est fini. Prenez, il y a un lutteur cubain. Oui. Il a fait combien de médailles d'or? Il est resté régulier. C'est-à-dire que ce n'est pas le fruit du hasard. Donc le sport, là, si on travaille, on accepte, et j'ai dit, il faut être ambitieux. Au Burkina Faso, là, pourquoi ne pas créer un centre à l'image de l'INSEP de Paris? Pourquoi pas? On a les moyens pour ça. Et au lieu de disperser nos forces, pourquoi pas faire ça avec nos moyens? Et j'ai vu, la dernière fois, je disais que quoi? Le sport est budgétivore. Nous sommes à 38 fédérations là. Qu'est-ce qu'on les donne même? Quand moi je prends prenez tout le budget même de 38 fédérations là, ça ne peut même pas former, ça ne peut même pas nous permettre d'avoir 2 médailles d'or. Ce n'est pas possible. J'ai calculé un peu. Je faisais les calculs comme ça en 10 ans. Vous voulez avoir un champion olympique, minimum. Par an, là, c'est 12 000 euros par an. Ça, c'est rien même pour l'hébergement. On prend sa bourse. Ça va coûter autour de 2500 par mois. Calculez, en 10 mois, ça va coûter plus de 25 000 $. Et vous continuez encore. Il doit avoir les différentes compétitions. Et quand on fait le tout, là, l'athlète, ça fait 100 millions. 100 millions par an. Donc, si c'est 4 ans, ça fait 400 millions. Lui seul. Si on veut avoir une médaille. Une médaille, lui seul. Okay. Et ça, on l'a pris à 17 ans. On ajoute 4 ans, ça fait comme 21 ans. Il ne peut pas encore bousculer l'effort. On le met dans le circuit et puis il va goûter un peu, il va savoir, il va se qualifier, il est content. On ajoute 4 ans encore. 400 millions, ça fait combien? 800 millions. L'ensemble de tout le budget des fédérations là, est-ce que ça vaut 800 millions par an? C'est pas possible. Et vous voulez des médailles? Bon, je suis désolé de le dire, mais quand tu es technicien, c'est comme ça en désordre. Et les gens sont arrivés à une idée pour dire que quoi? Vous voulez une médaille, vous voulez être vu partout, mettez le prix qu'il faut. Ailleurs, c'est comme ça. Hein. Et on fait la sélection. Et tout le monde, chacun est pressé même que son enfant y aille. Parce qu'ils savent que si vous partez là, c'est l'honneur. On n'a pas l'argent à l'enfant. C'est pour investir. Quand je parlais, bon, je vais revenir un peu sur Hugues Fabrice. Oui, rapidement, oui. Quand on revient on parle un peu du staff de Hugues Fabrice. Son staff n'est pas stoffé, n'est pas bien stoffé. Et regardez un peu, c'est pas bien. À un moment donné, c'est vrai qu'on leur demande l'impossible. Il faut accepter, il se bat. Mais on peut faire mieux. C'est ce qu'on a déjà fait. On a fait beaucoup avec nos maigres, c'est vrai. Mais on peut faire. Si en 4 ans encore, on remet les mêmes moyens et on essaie de fois, il va vous envoyer l'or. Il est classé 5e mondial. C'est ce soir-là, il a terminé 5e. Oui. Ça veut dire qu'il a beaucoup à faire. Il a beaucoup à nous donner. Il suffit seulement de le pousser encore et croire en lui, il va venir. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. Le sport, là, c'est ça. Il n'y a rien à faire. Non. Alors, John, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que, alors, après, John, et puis voilà. Oui, John. Parce que ce qu'Anas dit, le Burkina Faso, en matière de football, a mis 14 ans pour venir au sommet. Mais c'est quoi? On a cru à la ça, c'est formation. avec l'équipe mise en place par Saboteur. Non, même pas. Avec les Puru et Banga, les Jacques Yamego, le groupe de P3PA. Le groupe de P3PA, d'accord. Quand tu prends Planète Champion, depuis quand il a existé, depuis quand les gars ont travaillé. Moi, j'ai vu des entraîneurs comme les Dargani, les Famoso, qui travaillaient sur la terre battue dans un petit espace. Pendant que, comme le dit Anas, les moyens ont quitté ailleurs pour venir nous aider. C'était, comment on appelle ça, des clubs européens, comme on appelle ça le PSG, qui ont mis les moyens pour que ce centre puisse exister. Mais ce centre, pendant 14 ans, qui a pu nous donner quoi? Qu'on puisse aller en finale d'une CAN. En 2013. Vous avez oublié, vous avez fait semblant de former. Vous avez fait semblant de former. Et pourquoi vous dites que c'est semblant? C'est semblant. Vous êtes où? Dites-moi, vous êtes où? Parce que c'est 14 ans. Si on a pu arriver en finale, comme il le dit, si on avait mis un peu les moyens, peut-être qu'on avait pris une coupe venir déposer ici. Mais où il est? Actuellement, moi, sur ce plateau-là, je vous dis, on va faire peut-être, on risque de faire quelques années sans même pointer le nez en Cannes. Si on a eu la chance, parce qu'on ne forme pas. On fait semblant. Honnêtement, on fait semblant. Actuellement, ce que je veux dire, dès que le petit a le talent, paf, il est vendu. Et la suite, on ne le suit pas. Prenez vos U17 qui sont partis jouer le mondial. Où ils sont? Où ils sont? Mais c'est des trucs comme ce que dit Anas. On aurait pu vraiment mettre les moyens, les canaliser, continuer la formation. C'est par palier. Si on suit, on investit les moyens, vous allez voir que nous aussi, nous serons une nation de sport. D'accord. Alors, M. Sanou, par rapport à tout ça, on met beaucoup d'argent. Quand je prends
les gens diront que comparaison n'est pas raison. L'ancien ministre des Sports, je veux parler de M. Boubacar Samadougou, disait que pour un seul match des étalons au Maroc, c'était entre 300 et 350 millions. Ça veut dire qu'on met beaucoup d'argent dans ce secteur. Alors, or, sans oublier que, comme l'a dit, il y a 38 fédérations ou pratiquement 40 aujourd'hui. Est-ce que justement, ce n'est pas cet argent-là qui n'est pas aussi bien utilisé, même si on sait que par rapport à ce que Anas a dit, 400 millions, c'est pour une seule personne. Non, mais la situation actuelle, quand je prends le cas du stade du 4 août, parce que c'est là votre question. C'est ça, oui. Bon, aujourd'hui, la question de 350 millions à chaque déplacement, ben, on n'a pas le choix. Ça dit qu'aujourd'hui, le gouvernement, à travers donc ce que le ministre nous a dit, ben, le gouvernement est obligé. Nous sommes inscrits effectivement dans la ligne politique au plan sportif, donc nous sommes obligés de participer si effectivement nos athlètes nous donnent les résultats qui nous amènent à y participer. Donc aujourd'hui, 350 millions, c'est une obligation. Nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés d'y participer, afin de permettre à nos athlètes aussi de figurer, en tout cas, sur la ligne internationale. Aujourd'hui, il aurait été souhaitable, c'est comme je vous l'ai dit, le premier axe d'un sportif, c'est les infrastructures. Donc, si on avait aujourd'hui les infrastructures, cela allait effectivement réduire de façon réellement drastique cette question vraiment d'argent. Parce que nous investissons beaucoup en matière d'argent depuis que nous n'avons pas le stade du 4 pour le cas du football. Donc, aujourd'hui, quand vous prenez les autres disciplines, effectivement, les autres disciplines, de façon, je dirais, de façon normale, se sentent lésés. C'est les parents pauvres du sport. Absolument. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que les autres disciplines puissent se retrouver aussi à un stade où on met réellement le moyen pour atteindre des performances afin d'avoir aussi des résultats. C'est pour ça que moi, je propose qu'il y ait que l'on série les disciplines, que l'on voie quelles sont les disciplines réelles qui peuvent aujourd'hui nous apporter quelque chose en matière de sport. Cela ne veut pas dire qu'il faut suspendre ou qu'il ne faut pas continuer à aider les autres fédérations, mais il faut quand même amener certaines disciplines qui font de l'effort à se retrouver dans le palier retenu pour les questions internationales sous-régionales. Sinon, tout ce qu'on va dépenser, on fera un peu ici, on va enlever ici, on va faire un peu ici, mais au plan administratif, au plan managérial, on n'atteindra pas les objectifs. Parce que quand l'on veut atteindre les objectifs, il faut faire les moyens. D'accord. Il faut mettre les moyens. Et donc aujourd'hui, c'est quand même un peu dommage qu'on se retrouve dans une situation où nous dépensons beaucoup, mais les résultats ne suivent pas. Mais comme on l'a dit, tout ce qui doit atteindre aujourd'hui les sportifs, tout ce que l'on veut, il faut avoir une vision, il faut une préparation, il faut une planification. D'accord. Alors, on va aller vite parce que le temps, c'est tout ce qui nous manque, comme disait un certain général, M. Compaoré. Oui, en fait, je suis d'accord avec l'analyse de Anassé, mais je dis également que le sport scolaire, qu'on le veuille ou non, reste, c'est-à-dire la base réelle, c'est-à-dire c'est le grenier là où on peut aller trouver du potentiel. Et je m'en vais vous dire, parce que je reste toujours sur ce que j'ai avancé. On ne peut pas préparer un champion en moins de 10 ans, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je suis formateur et tous les étudiants que j'ai eus, je leur ai dit, la formation d'un champion, ça ne se passe que sur 10 ans. Et c'est à partir de 10 ans qu'il commence à pointer le nez. Carl Lewis, ça fait combien de temps sur le terrain? Il a fait 4 Olympiades où il a remporté tous les prix. Mais vous croyez que c'est parti d'où? 4 Olympiades, c'est 16 ans. Voilà. 16 ans. OK. Ensuite, rien qu'en 2019, la Chine populaire dont tout le monde parle, ils ont recruté 120 000 enfants de 3 ans pour former, parce qu'ils, dans 20 ans, c'est-à-dire que quand les enfants auront 23 ans, ils veulent ramener la Coupe du Monde chez eux. 120 000 ans. 120 000 enfants de 3 ans à former. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller forcément à l'école. Et c'est le matériel, c'est les infrastructures. Et moi,
quand souvent je passe dans les quartiers et que je vois par exemple des terrains qui servent de plateau de maquis, mais sincèrement, ça me fait mal. Parce que pour moi, ce plateau-là aurait servi dans un établissement secondaire. Parce que dans tous les établissements où vous mettez un terrain, si le terrain est bon, pendant les heures creuses, les enfants sont là-bas. Donc je rejoins par devant pour dire que c'est dans ces trucs-là que les talents vont se faire. Mais si vous allez les mettre au bord des canaux, des canalisations, je ne sais pas moi, et puis les gens utilisent ça pour des maquis, mais les enfants ne vont pas quitter l'école pour aller là-bas. Mais si on met ça dans l'établissement, il n'y a pas de raison que ça ne serve pas. C'est pas possible. Vous rejoignez un peu M. Sanou par rapport aux infrastructures. Exactement. Okay. Et ensuite, c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Ensuite, je dis bien que nous avons le potentiel. Nous avons la démarche. Nous avons tout arrêté. Et je vais vous dire qu'à l'éducation nationale, nous avons découvert, rien qu'en 2018, qu'il existait une fédération internationale du sport scolaire. Ah oui. Rien qu'en 2018. Et cette fédération a été créée depuis 1974. Non, mais je ne vous coupe pas la parole. Oui, nous avons eu la chance de rencontrer le responsable chargé du sport au niveau de l'université. J'avais eu la chance d'avoir un ami franco-congolais qui était là. Nous l'avons rencontré et nous lui avons dit, il existe la fédération scolaire universitaire, la Fédération internationale scolaire universitaire, où effectivement... C'est scolaire uniquement. Non, bon, la fédération pour les universitaires, voilà, c'est à part. Voilà, voyez, parce qu'il existe ça. Oui. Donc, en fait, par rapport aux universités, nous lui avons dit qu'il était possible de, aujourd'hui, pratiquer un sport de talent, un sport compétitif au sein de l'université. Et l'accessibilité, les règles, les critères sont faciles, hein, les critères sont clairs pour avoir accès à cette fédération internationale universitaire. Donc, nous lui avons fait ces propositions. Je crois que c'était en 2019, si je ne me trompe pas, ou en 2018. Voilà. Mais il y a la question aussi que nous avions un peu étudiée dans nos enquêtes, il y a la question des collectivités. Il y a une forme d'intégration, en fait, qu'il faut inciter si nous voulons atteindre certains résultats, si nous voulons qu'il y ait une conjugation d'efforts. Il y a l'État. Il faut qu'il y ait les collectivités qui s'y intéressent. Il y a aussi donc aujourd'hui, nous pouvons prendre les entreprises, même le secteur économique. Parce que c'est tout un ensemble, c'est toute une synergie d'action. Parce que quand on parle de la question, par exemple, scolaire universitaire, vous avez aujourd'hui, au plan scolaire, combien d'enfants, dès qu'ils arrivent au CM2, c'est pratiquement fini. C'est-à-dire qu'il y a un relais, il y a une intégration des collectivités, de tout ce qui, même des entreprises économiques, pour en fait actionner cette question sportive là, afin que nous puissions quand même, l'État qui y est déjà, il faut que nous puissions arriver aussi. D'accord. Ben, malheureusement... Non, je voudrais partager avec rapidement parce qu'on partager ce qu'il est en train de dire. Oui. Parce que je vous ai dit, je vous rassure qu'au niveau de l'éducation nationale, il y a tout. Tout est prévu. Tout est prévu parce que l'éducation nationale a créé une organisation, l'Organisation nationale du sport scolaire, qui est affiliée à la Fédération internationale. Et c'est d'ailleurs par là que moi, je suis membre du comité. Donc, c'est pour vous dire quoi? Nous avons des textes, nous avons l'organisation, nous avons la démarche, nous avons le personnel et nous avons le public cible. Ben, en un mot, nous avons tout pour réussir. Ben voilà. Bon, d'accord, je pense qu'on va y réunir. En Seconda, voilà, pour finir. Pour finir, c'est dire que... Il ne peut pas finir. Il ne peut pas finir. Il ne peut pas finir. Ok. Bon, c'est mon professeur, je comprends bien. Mais pour ajouter quelque chose, avant que mon professeur ne finisse, c'est-à-dire que nous sommes sûrs, convaincus, persuadés que si on croit à ce que les gens vont faire, proposer comme idée dans le développement du sport, on va y arriver. C'est ce que je veux dire simplement. John. Pour moi, oui. Je pense qu'avec les intellectuels que j'ai devant moi, le cri de cœur que je voudrais vous demander, essayez de vous organiser, même si Ouagadougou, il y a combien? Vous dites qu'il y a 2000 établissements, même si vous allez découvrir ça en zone. C'est parce qu'il y a de la compétition qu'il y a l'amour du sport. Quand tu fais du sport et qu'il n'y a pas de la compétition dedans, tu ne peux pas aller loin. Tu t'enlaces et puis tu vas dormir. Donc organisez-nous, donnez-nous de la compétition, que ce soit à l'école, que ce soit dans les quartiers. Vous allez voir que nos enfants auront des engouements. Et
surtout, aidez-nous à avoir des infrastructures. Et tu sors dans le quartier, c'est maquis, comme dit le doyen. Là où tu joues ton ballon, là, tu n'as plus cet espace-là. Même nous, les doyens, pour aller marcher là, j'ai vu des coins où on marche, mais par film, vous avez retrouvé que c'est quoi? Des coins de marché, de grâce. Organisez-nous, découpez Ouagadougou en zone et donnez à nos enfants de la compétition. D'accord, on va découper toutes les villes parce que c'est pas Ouagadougou seulement. Voilà, M. Sanou, avant que M. Compaoré finisse, puisqu'il veut nous... Oui. Non, mais je crois qu'il faut la conjugaison de tous les efforts, de toutes les structures, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose dans le sport, il faut qu'ils y apportent. Et je crois qu'il est temps pour nous de penser à une forme de forum ou une forme vraiment de structure. Il faut vraiment réfléchir à comment nous allons voir nos sports dans 10 ans, dans 20 ans. Voilà, M. Compaoré, pour finir. D'abord, dans un premier temps, je voudrais remercier Madi Zongo de nous avoir permis d'échanger et de permettre aux uns et aux autres de comprendre. Comme je le dis, l'école nous a offert une grande opportunité d'agir sur notre sport scolaire. Parce qu'il a parlé du Maroc. Chaque année, moi, je suis au Maroc au moins 2 fois. Parce que comme je suis membre de la fédération, je suis membre honoraire de la Fédération africaine du sport scolaire, donc membre fondateur. Vous savez, la réorganisation du sport scolaire au Maroc a tenu compte de beaucoup de choses. Parce qu'il y a eu d'abord un forum où nous avons exposé des choses. Ce que nous aspirions au Burkina ici, ils les ont là-bas. Toute l'Afrique s'est retrouvée et ils ont récupéré tout ça. Ils ont mis en place un collège de penseurs, comme l'a dit par devant, et ils ont sorti quelque chose. Moi, je vous dis, je vous donne rendez-vous dans 10 ans, parce qu'ils n'ont commencé qu'il y a 2 ou 3 ans. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans. Vous allez voir les sportifs marocains. D'accord. Ben, ils viennent de battre l'Égypte. Ils viennent de battre l'Égypte. Et c'est des jeunes. Non, mais c'est-à-dire, eux, ils ont été pris. Ils étaient déjà plus ou moins mûrs, comme je dis. Mais figurez-vous que moi, j'ai assisté, par exemple, à un championnat national du sport du primaire. Les jeunes enfants, là, c'est pas moi, de CM1, CM2, là, c'est dans un hôtel à 5 étoiles, ils logeaient. Bon, voilà, je crois que là, vous avez tué le débat, comme on dit quelqu'un. Non, c'est pour vous dire. Voilà, c'est pour vous dire que. Non, c'est pour rejoindre. C'est pour rejoindre tout le monde. Tout le monde, oui. Ça veut dire que. Il faut mettre les moyens. Non, c'est d'abord une option politique. Et ensuite, cette option politique va dégager tous les moyens pour nous donner raison par rapport à notre sport. Voilà. Ben, comme vous voyez, je pense que notre thème est à propos, ambition sportive et financement du sport, parce qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'on vous dit, il faut donner 50 millions à X, 50 millions à Y. Ce sont des analyses, surtout de la prospective que nous avons voulu faire, parce que si nous voulons être une grande nation sportive, il se faut projeter sur le long terme, comme les Chinois l'ont fait, en recrutant 120 000 enfants pour former. 3 ans. De 3 ans, s'il vous plaît, dans l'ambition de gagner, comme le Maroc qui l'a fait et qui retire les lauriers. Le Burkina peut le faire parce que tout simplement, si vous avez les enfants, vous avez tout. Merci. Et il s'agit tout simplement de mettre ce potentiel en mouvement pour y arriver. Alors, par rapport à Madi Zongo, grand frère, merci, mais vous savez, comme j'aime le dire, Madi Zongo, c'est comme le piment dans la sauce. Il n'apporte rien à la sauce, sauf tout simplement, ça permet de chauffer la bouche. Donc, c'est surtout le merci, c'est pour les responsables, les premiers responsables de BF1, parce que c'est eux qui nous permettent de venir nous exprimer chaque vendredi par rapport à notre passion qui est le sport. Merci, John. Merci Madi et à tous les téléspectateurs. Merci monsieur Sanou. Merci à Anassé Kwanda. Merci monsieur Compaoré d'être passé, partagé avec nous. En tout cas, votre expérience et surtout, nous allons dire beaucoup de courage à ces athlètes qui sont allés nous représenter à Paris. Parce que, quoi qu'on dise, ce n'est pas aussi facile que ça.
À cause d'eux, nous étions devant nos postes téléviseurs. Même s'ils ne nous ont pas ramené des médailles, ils nous ont nourri quand même nos ambitions. Merci à Irène Nana et à toute l'équipe de réalisation. Stéphanie Toué, notre chef d'édition. Le champion, c'est celui qui croit en lui-même quand personne ne le croit. Force et courage à ceux qui se battent sous le vent et la pluie pour que nous puissions venir parler de sport, comme je l'ai dit, notre passion. Sur ce, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro de votre émission Au cœur du sport. Au revoir.